Vino Vidi Vici, épisode numéro 6. Aujourd'hui, on va boire un vin un peu spécial, un vin de Noël, parce qu'il s'agit d'un Sauternes. Donc, on est en 1997. Je vais expliquer, je vais parler un petit peu de ce millésime qui est très intéressant et de cette propriété. C'est un second cru classé de Sauternes. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est, même si on va pas trop s'attarder sur le classement des vins de Bordeaux. Je pense que je ferai carrément tout un épisode directement là-dessus. Et on va parler surtout de l'un de mes travaux les plus importants dans le monde du vin. C'est mon mémoire étudiant puisque c'était sur les vins sucrés. Donc je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ce que je me suis replongé dedans. Je l'ai écrit en 2018. Je me suis un peu replongé dedans et j'avais dit des choses qui étaient assez intéressantes. Et on parlera aussi d'accords mets et vins, notamment est-ce que le foie gras et le sauterne c'est un bon accord ou un mauvais accord. C'est un peu le débat de Noël. Donc déjà, on va ouvrir la bouteille. Alors ce qui est bien avec les sauternes, c'est que on peut les garder au frigo pendant une bonne dizaine de jours. Parce que c'est vrai que, c'est pas que j'en suis incapable de boire toute une bouteille de sauterne. Donc, je vous recommande de ne pas boire tout seul. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Il est à consommer avec modération. Tac, faire attention parce que c'est une vieille bouteille, donc le bouchon. Oula, waouh, waouh, waouh. Oh, c'est périlleux, c'est périlleux. Et ah, alors, voilà. Concentration maximale. C'est bon, on est bon. Donc, je me suis interrompu. Ça peut se garder longtemps, et comme c'est quand même très sucré, c'est idéal de pas bouteille d'un coup parce que c'est. Là, c'est calorique hein, quand même. Autant le vin rouge, le vin blanc, ça va, c'est 70 calories par verre. Là, j'ose pas trop savoir combien, combien c'est. Déjà, il y a un beau bruit. On parle souvent de la couleur et du goût et du nez. Je vais la mettre ici dans le champ de la caméra. Mais on parle rarement du bruit du vin et vous noterez quand vous ouvrez des grands vins, il faut un certain bruit quand on le verse dans le verre. C'est assez intéressant. Je pense que c'est lié à la matière qui est dans un vin. Et quand on est sur un bon vin, il y a beaucoup de matière. Donc là, on est sur un sauterne, donc forcément un grand vin. Waouh, le nez est excellent. Le nez est excellent. On voit qu'il a de l'âge. Il commence à avoir des notes un peu plus champignonnées. Je pense qu'il va pas être hyper sucré, ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal. On va en parler de ça. Il est parfait. C'est le moment de le boire. Il est très bien. Il est très bien. Un petit peu vieux. Un petit peu vieux. Je pense qu'il y a 5 ans, il était vraiment dans sa fenêtre idéale. Là, il est vraiment en délicatesse. Il y a un peu de persistance quand même encore. Alors, c'est marrant parce que ça évolue après vers des notes de toffee, de caramel. Donc des notes un peu plus comme ça. Moins sur du fruit. Pâte d'amande. Ouais, mais c'est vraiment très intéressant. Mais on va parler justement un petit peu de la palette aromatique du sauterne qui évolue. Donc sauterne, si vous l'ignorez, on est dans le sud de Bordeaux, sur la rive gauche. Et alors ça, c'est donc vraiment le sud est. Et là, on est sur la propriété la plus méridionale de Sauternes, donc on est vraiment à la fin d'appellation. Et Sauternes, contrairement à d'autres endroits à Bordeaux, notamment le Médoc, c'est un endroit où les paysages sont absolument magnifiques, surtout en automne.
Donc si vous avez l'occasion de vous balader en voiture dans ces coins-là, c'est un peu reculé au milieu de nulle part, c'est vraiment très très loin du centre de Bordeaux, mais honnêtement, ça vaut le détour. Moi j'étais allé en 2017, on avait fait une petite visite au château Guiraud, qui est un premier cru classé, ça c'est un second cru classé, et honnêtement, les paysages étaient assez spectaculaires. Donc, comment on fait du sauterne? Peut-être que c'est la première question à laquelle il faut répondre. En fait, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de vins sucrés. Et le sauterne, ça fait partie de ce qu'on appelle les vins botrytisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire botrytisé? Ça vient du petit champignon qui s'appelle le Botrytis cinerea, qui en fait va donner le vin de Sauterne et d'autres grands vins liquoreux, notamment les sélections de grains nobles en Alsace, certains Jurançons, certains vins dans la Loire. On a parlé du Chenin, donc on fait d'excellents Chenins botrytisés, donc des vins très très sucrés. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle d'un petit champignon? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un mésoclimat à Sauternes et non pas un microclimat. On entend souvent parler de microclimat, mais c'est un abus de langage. Bon, c'est des débats de climatologues, mais en fait, un microclimat, c'est quand c'est encore plus petit. C'est à l'échelle d'un clos, c'est à l'échelle dans le monde du vin, c'est à l'échelle c'est vraiment quelque chose de micro, en fait. Méso, ça englobe déjà une zone un peu plus importante. Donc, Sauternes, c'est une zone voilà, qui fait quand même des milliers d'hectares. Donc, ce n'est pas un microclimat, mais un mésoclimat. Voilà. Si vous voulez briller en société et vous faire passer pour un expert en climatologie, vous pourrez le ressortir. Et donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce mésoclimat? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un choc thermique parce qu'en fait, la région de Sauternes est au confluent de deux fleuves, la Garonne et le Ciron. Et le Ciron est un fleuve beaucoup plus froid. Donc ce choc thermique va provoquer tous les matins, en automne, une brume matinale. Et donc la brume matinale, c'est le signe qu'il y a énormément d'humidité. Et donc cette humidité va favoriser l'éclosion d'un petit champignon qui est le botrytis et qu'on appelle aussi la pourriture noble. Parce qu'en fait, c'est à la base, c'est du pourri. Et d'ailleurs, quand ce botrytis se développe sur d'autres raisins, et ben en fait, il va simplement faire pourrir le raisin et le raisin ne sera plus propre à la consommation et sera encore moins propre à faire du vin. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces régions où il y a des variations climatiques un peu différentes? Et ben en fait, l'après-midi, le soleil va se lever et il va nettoyer les champignons. Donc les champignons n'ont pas le temps d'infecter le raisin. Et en fait, ce petit champignon, il va percer des trous dans la peau du raisin. Le raisin étant, d'ailleurs ici, le cépage dominant, c'est le sémillon. Il y a souvent, en général, les assemblages, c'est 80 à 95% de sémillon. Le reste, ça va être souvent du sauvignon. Parfois, il va y avoir ce qu'on appelle de la muscadelle, une pointe d'un cépage qui s'appelle la muscadelle, mais c'est de plus en plus rare. C'est quand même plutôt souvent du sémillon et du sauvignon. Donc, dans le sémillon et le sauvignon, il va y avoir des petits trous qui vont faire que l'eau va s'évaporer en même temps que les champignons se, se, se disparaissent et ça va concentrer la peau du raisin pour donner des raisins en fait flétris. Je vais vous mettre des images en post-production et des raisins en fait très durs. Et donc cette concentration va faire qu'il va rester beaucoup plus de sucre. Et après, quand on va goûter le vin, ça va donner un liquide beaucoup plus sucré. Alors à savoir que les vignerons, enfin pardon, les vendangeurs font très attention à ne prendre que les petites, les grains. En fait, ils sélectionnent grain par grain, ce qu'on appelle des tris. Donc ils trient le raisin 3 à 6 fois pendant la vendange. Donc ils vont passer plusieurs fois dans les vignes pour ne prendre que les meilleurs grains. Et un pied de vigne, notamment dans le meilleur château à Sauternes, donnerait, c'est un peu la légende,
un seul verre. Donc en fait, il faut 6 à 7 pieds de vigne pour donner un verre de Sauterne. Donc c'est vraiment un vin extrêmement rare, extrêmement délicat, extrêmement difficile à produire et c'est pour ça aussi qu'il est extrêmement prestigieux. Mais malheureusement, c'est un vin qui est un peu passé de mode. Depuis les années 80, ce vin, tout simplement, se vend de moins en moins. Les moins en moins ont beaucoup de mal à écouler leur stock et de plus en plus, elles se mettent à consacrer une partie de leur vignoble à des vins secs. Donc c'est un peu dommage parce que ces vins secs sont moins intéressants, ils sont moins complexes, ils sont moins différents des autres vins qu'on peut avoir un peu partout à Bordeaux et même des vins blancs même dans le monde, hein, si j'ose dire. Donc déjà ça c'est problématique. Mais en plus de ça, pour les propriétés, ce qui est dommage, c'est que ces vins secs se vendent euh, à des prix nettement inférieurs. Alors Château Figure, je sais pas s'ils ont une cuvée en sec, mais souvent, euh, je sais pas combien coûte cette bouteille honnêtement. Je pense que c'est une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais souvent c'est entre 40 et 60, 80 euros selon le millésime. En fait, un vin qui va, par exemple, Château Guiraud, je crois que c'est 60 euros pour un millésime, mettons 2021. Et ben le millésime 2021 en sec, il sera très bon. Le G de Guiraud, mais il sera vendu 20-25 euros et encore une fois, il sera pas aussi spécial que le grand vin de Château Guiraud. Donc c'est un peu triste. Et c'est là que j'arrive à mon mémoire étudiant. Donc je crois que je l'ai jamais encore expliqué sur cette chaîne, mais moi j'ai fait un master à Kedge de commerce de vin et spiritueux. Donc pendant c'était en anglais, pendant un an et demi, je suis resté à Kedge à Bordeaux et j'ai étudié tous les aspects qui sont liés donc plus au marketing et au commerce de vin, beaucoup moins à l'aspect technique. Je connais un petit peu l'aspect technique parce qu'on ne peut pas parler de vin sans connaître comment c'est produit. Mais je suis pas œnologue. Un œnologue, c'est quelqu'un qui en fait va aider à concevoir le vin, à faire les choix stratégiques et les choix techniques. Donc moi, si on me met dans une cave, je vais faire n'importe quoi. Hein, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, je connais un peu les marchés et le produit aussi, la dégustation, parce que ça c'est très important de connaître le produit pour pouvoir en parler. Donc pendant un an et demi, j'ai fait ça. J'étais avec des camarades français, mais aussi un peu de toute la planète. Il y avait beaucoup de Chinois, d'ailleurs que des Chinoises. Je sais pas pourquoi, c'était amusant. Il y avait 10 Chinoises, mais aucun Chinois. On avait une Allemande, un Italien, des gens des vignobles en Bourgogne, en Champagne, etc., etc. Donc c'est extrêmement enrichissant. Et dans le cadre de ce master, j'ai dû faire un mémoire. Alors moi, j'avais choisi une thématique extrêmement précise qui était, alors je vais vous le dire en anglais, je vais traduire ensuite, parce que le titre du mémoire est en anglais. C'est Does Food Pairing Make Sell Wine? The Example of Premium Sweet Wines. Donc, je traduis. Est-ce que les accords mets et vins permettent de vendre du vin avec l'exemple des vins premium sucrés? Les vins premium sucrés, ça englobe les sauternes, mais ça englobe tout un tas d'autres vins qui contiennent beaucoup de sucre et qui ont le même problème que malheureusement sauternes. Par exemple, les portos, qui sont des vins très sucrés, mais qui sont faits de manière totalement différente. On va avoir les madères, enfin certains madères. On va avoir les Pedro Jiménez en Andalousie, en Espagne. On va avoir tout un tas d'autres vins sucrés, d'autres vins de ce style-là. En France, je vous ai déjà cité les Vouvray, enfin les Vouvray notamment, mais pas que, les vins, les Chenins de Loire, les vins d'Alsace. Il y en a des très prestigieux en Allemagne et il y en a en Hongrie, les Tokaj, si vous connaissez. Et en fait, dans le cadre de ce mémoire, justement, j'avais interrogé tout un panel de professionnels du monde du vin et notamment des gens à Sauternes, des gens, un vignoble en Moselle, parce que j'avais une de mes camarades de classe qui faisait des vins sucrés en Moselle, en Allemagne. J'avais interrogé des responsables de vignobles qui, justement, c'était très intéressant parce qu'ils géraient
des vignobles à Porto, à Tocaille et à Sauternes. Donc ils avaient plein de vins sucrés dans leur catalogue. Donc c'était extrêmement intéressant de voir comment est-ce que eux ils géraient cette problématique. Et aussi des restaurateurs qui faisaient notamment beaucoup de choses autour des accords mets et vins. Donc donc moi ma question fondamentale c'était est-ce que voilà conseiller un Sauterne avec du foie gras parce que c'est un peu le truc très classique, mais même avec d'autres plats, on va en parler après. Euh, Est-ce que ça aide à vendre du vin? Donc la réponse courte c'est non. Je vous expliquais pourquoi. La conclusion du mémoire, Euh, mais euh, mais en tout cas c'est extrêmement enrichissant. Et en fait, je vais vous expliquer dès maintenant. Tiens, pourquoi est-ce que les accords mets et vins Heu, c'est pas forcément, le meilleur la meilleure manière de vendre du vin. Hop, me revoilà. J'ai eu un petit problème technique ce matin. La vidéo, s'est coupée à peu près à la moitié. C'est pas grave. J'expliquais, en fait, et c'est bien parce que ça me fait un prétexte pour, ouvrir les quelle heure? C'est l'heure du goûter pour, me resservir un petit verre de Sauterne qui est très bon, hein, d'ailleurs. J'étais un peu sur ma faim quand je l'ai ouvert et puis il s'exprime beaucoup mieux avec un peu d'ouverture. Donc là, il est vraiment excellent. Et donc j'expliquais pourquoi les accords mets et vins ne sont pas une bonne stratégie pour vendre du vin, voire même en fait elles enferment, elles piègent ce genre de vin, elles les mettent un peu trop sur un piédestal et elles les associent trop à des occasions très spéciales. Parce que regardez, si on prend par exemple le rosé. Le rosé, c'est un vin qu'on va boire l'été. Donc avec les grillades, avec les apéros, voilà. Donc tout l'été, je sais pas moi, début mai jusqu'à mi-septembre, bah voilà, toutes les semaines, une à deux fois par semaine, les gens vont se servir un, deux, trois verres de rosé à l'apéro. Et c'est mécanique. Du coup, ces bouteilles de rosé, il faut bien les acheter. Donc, il y a, disons, du roulement. Alors que des vins comme ça, qui sont associés à des mets souvent très gastronomiques, des mets qui sont en perte de vitesse, comme par exemple le foie gras, qui en plus pour des considérations éthiques est de plus en plus décrié. Alors moi, je juge pas les gens qui mangent du foie gras, chacun fait ce qu'il veut. Perso, moi j'en mange, mais je suis pas là pour faire la morale, et c'est pas en faisant la morale que les gens vont arrêter de manger du foie gras. Mais peu importe, en tout cas, c'est en fait en enfermant dans des occasions très rares ce genre de vin et en les mettant sur des piédestals qu'on les rend complètement désuets. Et en fait, plutôt que d'associer euh, à des occasions extrêmement rares, voire quasi inexistantes, la consommation de ce genre de vin, il faudrait plutôt en fait un peu la désacraliser. Par exemple, ça pourrait être, moi je sais que mon père, il associe le fait de boire du Sauterne à quand il va souvent à Saint-Émilion. Donc quand il va à Saint-Émilion, bon, il y va pas tous les 4 matins, donc il boit pas non plus du Sauterne très souvent, mais il adore ça. Quand il va à Saint-Émilion, son grand plaisir, c'est d'être sur la terrasse et de se faire servir un bon verre de Sauterne. Et, et là, c'est vraiment quelque chose un moment qui est très agréable pour lui. Bon, bah, c'est peut-être plus avec ce genre de moment qu'il faut associer le vin, d'autant que l'une des particularités de ce genre de vin, contrairement à des vins comme, je sais pas moi, un Pauillac ou des vins assez forts, qu'on ne peut boire qu'en mangeant, en tout cas qu'on peut vraiment apprécier qu'en mangeant, eh bien, ce vin-là, on peut le boire sans rien en fait. On peut simplement comme ça apprécier un verre. Alors évidemment, il y a un petit souci aussi avec ces vins, et c'est aussi ce qui les dessert, c'est qu'il y a beaucoup de sucre, et donc ils sont très caloriques. Donc évidemment, ils sont beaucoup plus à limiter qu'un verre de vin, un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, qui font entre 70 et 80 calories. Là, je sais pas exactement le nombre de calories qu'il y a dans ce genre de vin, mais c'est sûr que ça les dessert. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que la consommation de sucre ne fait qu'augmenter mondialement. Donc on pourrait se dire, bah, le Sauterne est poussé par cette tendance. Mais en réalité,
En réalité, les gens à qui s'adresse ce genre de vin sont, des populations plus éduquées et plus aisées et en fait, ce sont des populations qui, elles, boivent, moins de sucre et en plus de ça, ma génération, boivent, a un goût beaucoup moins sucré. En fait, chaque génération a un palais qui est, modelé différemment et notre génération, moi je suis né en 95, on va aller beaucoup vers, l'amertume et par exemple, un produit qui cartonne depuis quelques années, c'est les bières IPA. Moi-même, quand je bois une bière, maintenant je bois plus que l'IPA parce que j'adore ce qui est amer. Je bois beaucoup de café. D'ailleurs, les cafés que j'aime sont considérés comme trop amers par, les plus anciennes générations. C'est les cafés de spécialité. À titre personnel, moi j'adore ça. Il y a plein de gens qui trouvent ça trop amer, trop acide, mais acide sur le côté, en anglais, on dit sour. On n'a pas trop cette division en français parce qu'en anglais il y a sour et acidic, bon, en gros c'est une espèce d'acidité. Je sais pas trop comment dire, mais en tout cas si vous buvez du café de spécialité, vous voyez peut-être un peu de quoi je veux parler. Donc en fait, ces vins ont été un peu piégés par leur prestige. On m'avait raconté une anecdote. C'était quelqu'un qui venait donner, une, dégustation de Château d'Yquem et le commercial avait dit, enfin ou je sais pas qui c'était, mais c'est la personne qui venait faire la dégustation, disait, «On ne boit pas, Yquem pour une grande occasion, c'est Yquem qui fait l'occasion». Bah oui, mais sauf que malheureusement les gens boivent de moins en moins d'Yquem, donc il faudrait, redescendre un peu et remettre ça au niveau des gens. Donc c'est un peu le problème des sauternes et pas que des sauternes. Après, on peut, tout de même, et je recommande même de, boire ce vin en mangeant, boire ces vins en mangeant et on peut trancher la question, finalement de est-ce que le sauterne, va avec le foie gras? Et alors, la réponse, elle est beaucoup plus complexe que, oui ou non. Bon déjà le problème c'est que dans les accords mets et vins, souvent on vous allez chercher sur internet, vous faites un plat, je sais pas moi, admettons un poulet au mori. Poulet au mori, quel vin, boire avec un poulet au mori? Et on va vous dire, plein de vins, dire: «Ah non, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'ai pas». Après on va dire, je sais pas, meursault. Alors meursault, pourquoi pas avec un poulet au mori? Mais quel meursault? Un meursault jeune? Un meursault, évolué? Un meursault très évolué? Un meursault, très complexe? Un meursault moins complexe? Un meursault premier cru? Un meursault village? Donc, en fait, quand vous avez dit un meursault avec un poulet au mori, vous avez tout dit et vous avez rien dit. Et donc c'est pareil avec le foie gras et le sauterne. Et la question c'est pas est-ce que sauterne ça va ou ça va pas. La question c'est est-ce que le sauterne en question va bien avec le foie gras. Et celui-ci précisément irait bien avec un foie gras. Pourquoi? Parce qu'en fait sauterne comme tous les vins a une palette aromatique différente. Et le sauterne jeune est très différent du sauterne évolué. Même, j'ai une fois, eu l'occasion de boire un sauterne de 1976 de la maison Sigalas, Rabault, donc une grande maison de sauterne, un premier cru et en fait, il n'avait plus de sucre et au début, c'était troublant parce que moi, je voulais un vin un peu sucré, et donc c'était dans un bar à vin à Bordeaux et donc j'étais un peu déçu. Je me dis: «Il est passé» et en fait, bon, c'est pas, il en tout cas, il avait passé son apogée, mais il donnait quand même encore quelque chose d'intéressant puisqu'après je me suis baladé, dans le quartier de Saint-Pierre à Bordeaux, pour ceux qui connaissent et j'avais encore les arômes, donc c'était des arômes très, sur la noix, sur, des épices, donc c'était quelque chose de très complexe. Je continuais de voyager un peu au fur et à mesure que je me baladais dans Bordeaux de nuit. C'était vraiment, une belle, expérience de dégustation. Mais en tout cas, un sauterne un peu évolué, celui-ci a encore un peu de sucre, irait bien avec un foie gras. Qu'est-ce qui n'irait pas avec un foie gras? C'est un sauterne trop jeune et le problème, c'est l'erreur que les gens font, c'est qu'ils boivent les sauternes trop jeunes. Ils boivent les vins trop jeunes en général, enfin c'est souvent le cas, pas toujours, il y a des vins qui peuvent se boire jeunes, mais ils n'expriment pas toute leur complexité et un sauterne trop jeune, c'est écœurant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, les gens, n'aiment pas forcément les vins sucrés. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les vins sucrés parce que c'est très exubérant. Aujourd'hui, on a du mal avec les choses exubérantes. On a du mal aussi avec les notes de gibier, dans la nourriture, des choses comme ça. On aime les choses un peu plus épurées, un peu plus, presque standardisées.
un peu qui nous font un peu moins sortir, de notre zone de confort peut-être. Heu, mais hem, mais en tout cas, il est souvent bu trop jeune et même quand il a une dizaine d'années. Récemment, j'ai bu un Sauterne de la maison Subiero de 2016. J'en ai bu même 2 cette année, un peu par hasard et en fait, les 2 fois, j'étais un peu déçu parce que le vin était encore trop jeune, il était capiteux, on n'en profitait pas, il était décevant. Donc, il faut vraiment, pour les apprécier, souvent, surtout dans les grands millésimes, il faut les boire plus vieux. Alors après, un sauterne jeune, par exemple, ça ira mieux avec, pour moi, un dessert. Alors d'autres vont me dire: «Oui, ça va écraser le dessert». En fait, ça dépend. La question aussi dans les accords mets et vins, c'est pas est-ce que le vin va avec le plat? La question, c'est souvent est-ce que on veut mettre plus en valeur le plat ou est-ce qu'on veut mettre plus en valeur le vin? Et souvent, pas toujours, mais souvent, il faut qu'il y en ait un qui s'efface au profit de l'autre. Parfois, c'est vraiment, un bon, un bon équilibre, c'est même les meilleurs accords, le plus souvent, parce qu'il faut pas non plus, en attendre trop d'un accord mets et vin, voilà, il y a un le vin va soutenir le dessert ou le plat, ou le plat va soutenir le vin, c'est comme ça. Et un sauterne jeune, en tout cas, je le mettrais plus sur un dessert, par exemple avec une mousse au chocolat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le millésime est vieux, plus le millésime est grand, plus il va avoir d'évolution. Aussi, il faut que ça soit un grand château pour permettre cette évolution. Donc, plus il va mettre de temps à se développer, mais plus comment dire, la fenêtre dans laquelle il sera idéal va durer longtemps plus ce vin va donner de plaisir au moment de l'apogée quand vous le dégustez. Donc là, on est sur un millésime 97. C'est un très grand millésime. C'est un château, c'est un bon château. C'est pas un très grand sauterne, mais c'est un bon sauterne. Un sauterne comme oui, comme celui-ci. 97, c'est le moment de le boire. Un Ikem, par exemple, 97. Bon, il peut encore vieillir 50 ans très facilement. Un 96 de ce château-là, par exemple, je pense qu'il serait passé parce que c'est pas un grand millésime à Sauternes. Iquem, ça se boit, je pense qu'aujourd'hui un 96, il serait à son apogée. Voilà, mais ça peut, c'est des vins qui peuvent se garder 100, 150 ans sans problème en fait sur les grands millésimes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très noble, très très complexe et même peut-être que vous l'ignoriez, mais avant, les vins de Sauternes et donc Yquem à leur tête étaient les vins les plus chers du monde, jusque dans les années 80. C'est à partir des années 80 que le Sauterne a commencé à décliner. En fait, les prix ont évolué très lentement, voire ils ont stagné. Et avec la dévaluation de l'euro, si vous faites un peu d'économie, ça veut dire qu'ils ont baissé parce que 500 euros aujourd'hui pour une bouteille d'Yquem, euh, c'est pas pareil que 500 euros de il y a 15 ans. Et c'était à l'époque, c'était le même prix. Donc en fait, le prix a baissé. Mais dans les années 70, donc aujourd'hui, le vin le plus cher du monde, c'est un vin rouge de Bourgogne, c'est le domaine de la Romanée-Conti. On monte jusqu'à 30 000 dollars sur plusieurs grands millésimes. Et bien, en fait, c'est cette famille-là qui gère la Romanée-Conti, la famille de Vilaine, vivait de ces exploitations agricoles, en fait, dans les années 70. Et aujourd'hui, bah, évidemment, c'est une des familles les plus riches de France et elle vit de la vente de ses vins. Mais à l'époque, c'était des vins qui étaient déjà très réputés, qui étaient relativement chers, mais c'était une toute petite production. Et donc, en fait, ils vendaient très peu de vin à des sommes beaucoup plus raisonnables qu'aujourd'hui. Donc ça leur permettait pas de vivre. Tandis que bah à l'époque, ces vins-là, c'était vraiment le graal, le graal du vin. Donc, vous en savez un peu plus sur les accords mets et vins notamment les accords avec le sauterne. D'autres accords qu'on peut faire. Honnêtement, on pourrait, si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait même le mettre sur un plateau de fromage
parce qu'en fait, le sucre le permet de passer un peu sous les radars et lui permet en fait de s'accorder avec des vins et faire des accords un peu de contraste, parce qu'il y a les accords d'harmonie. On va chercher un peu à aller, par exemple, le sucre avec le sucre quand c'est un vin sucré sur un dessert, mais les accords de contraste, ça va être en fait à l'inverse quand on va chercher à trancher, et donc par exemple, c'est un peu le même principe qu'un sucré salé, et donc sur un fromage très salé comme un bleu, sur certains fromages comme un chèvre, ça va bien passer, même sur un vieux comté. C'est une bonne idée, c'est un bon dénominateur commun. On peut aussi faire un apéro au sauterne. Alors après, faut faut pas être trop demandant sur le reste de la dégustation. C'est aussi ça le problème, c'est que quand vous le buvez trop tôt, après le sucre va venir détruire votre palais pour les autres vins. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est aussi si on veut rester dans les accords mais les vins, si par exemple vous aimez la cuisine indienne, la cuisine thaïlandaise, la cuisine vietnamienne. S'il y a des traiteurs là, pas loin de chez moi, il y en a. Ben ça va bien avec des mets à la fois épicés et un peu sucré salé. Vraiment, ça donne des choses très très intéressantes. Donc c'est une autre possibilité que vous avez. Enfin, en tout cas, c'est un vin très versatile qui est pas forcément facile d'accès, qui peut être encore une fois un peu exubérant comme je l'ai dit, mais qui vaut le détour. Peut-être avant de finir un petit mot sur la propriété, le château Fillots. Donc le château Fillots, comme je vous l'ai dit, c'est la propriété la plus méridionale de l'appellation de Sauternes, et elle appartenait à une grande famille de la région. On en parle à nouveau, la famille Lursalus, qui détenait notamment le château d'Yquem, mais aussi le château de Fargues. Et en fait, ça leur servait de relais de chasse parce qu'ils ont 62 hectares de vignes, mais ils ont également 350 hectares de terrain. Donc, on pratiquait des chasses traditionnelles, notamment la chasse à courre jadis. Puis après, par le jeu des successions, ça appartient aujourd'hui à une autre famille, la famille de Vaucel. Donc, c'est encore une propriété familiale, contrairement à Yquem, et qui appartient à Yquem, c'est LVMH, si je ne m'abuse. Ça n'enlève rien à la qualité du vin, hein, je préfère préciser, mais bon, c'est toujours plus charmant quand c'est une propriété familiale. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est la famille de Vaucel, les comtes, les comtes de Vaucel, qui, tandis que les Lursalus étaient des marquis. Il y a beaucoup de nobles dans ces coins-là, dans ce sud, donc ce côté très champêtre du Bordelais, donc ce coin très champêtre du Bordelais. Je vous ai parlé aussi de Sigalas-Rabault. Eux, c'était la famille de Lambert des Granges. J'ai connu un petit peu l'ancien propriétaire qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un homme extrêmement drôle et charmant. Et donc voilà, le château Fillots. Donc Fillots, c'était le nom des premiers propriétaires. Puis après, voilà, c'est ça a été acquis par les Lursalus, puis par les deux Vaucel. C'est un cru classé, un deuxième cru classé de Sauternes. On fera un jour un point sur le classement des vins de Sauternes, mais bon, je pense que cet épisode est déjà suffisamment fourni, donc on en parlera peut-être un peu plus tard, enfin pas peut-être, c'est même certain. En attendant, parce que je crois que cet épisode paraîtra le 25 décembre, je vous souhaite un joyeux Noël avec un tout petit peu de retard. Et l'épisode suivant paraîtra donc en 2026, je suppose. Donc j'espère que vous aurez passé un bon réveillon, et on se retrouve très bientôt pour une bouteille. Je pense avoir choisi ce que je vais vous faire déguster pour ce début d'année. Ça va être très très bon, et je vais peut-être vous faire un petit peu voyager. Mais j'espère que cet épisode-là vous aura plu et que je vous aurai donné un petit peu envie de boire du Sauterne, parce que c'est un vin qui a des difficultés, mais ça serait dommage qu'il disparaisse. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soutiennent ce savoir-faire. Je vous ai expliqué, c'est extrêmement compliqué à obtenir, et ça donne vraiment des vins très complexes, pas forcément faciles d'accès au début, mais c'est vraiment délicieux. Et voilà, il y a encore des vieux millésimes à pas trop cher, donc j'ai envie de vous dire foncez. Voilà, à très bientôt. Merci encore. Ciao.